j'espère que vous avez passé un heureux dimanche de Pâques avec du temps partagé avec ceux que vous aimez et du temps partagé avec vous, pour vous. Ce week-end, c'est donc Pâques, fête religieuse chrétienne qui commémore la résurrection du Christ qui, selon les évangiles, a eu lieu au moment de la fête juive de Pâques, célébrant la sortie d'Égypte, d'où son nom de passage en hébreu. Mais de nombreuses coutumes païennes s'y rattachent aussi, ainsi la tradition d'offrir des œufs et des lapins en chocolat pour Pâques. L'œuf parce que c'est le symbole de la germination qui accompagne le retour du printemps. Et le lapin est lui le symbole païen qui a toujours représenté la fécondité. Mais cette tradition d'offrir des œufs remonte à l'Antiquité. Déjà, les Égyptiens et les Romains offraient des œufs peints au printemps car ils étaient le symbole de la vie et de la renaissance. Que l'on soit croyant ou non, c'est toujours important, les traditions et les rituels. C'est ce qui soude les familles, mais aussi des communautés de personnes. Cela permet de célébrer l'importance et la joie du vivre ensemble. C'est un bon remède contre l'individualisme galopant de notre société. Alors ici, la libre antenne d'Europe 1 est elle aussi devenue un rituel pour bon nombre d'entre vous, fidèles auditeurs qui nous écoutent. Elle nous rassemble par l'émotion et par le cœur. Un moment de partage avant la traversée du sommeil où chaque témoignage fait écho dans nos vies. Quentin reçoit vos appels ce soir au 39 21 et c'est Romain Diomède qui réalise cette émission. À tout moment, si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur, vous pouvez nous joindre pour intervenir en direct à l'antenne en appelant le 39 21. Vous pouvez aussi nous envoyer un texto au 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou également nous écrire sur le site europe1.fr pour nous donner votre opinion, votre point de vue ou réagir à un témoignage. Allez, 39 21. C'est parti pour vos témoignages et j'attends vos appels. Vous qui portez des lunettes, vous trouvez ça normal que deuxième paire à 1 euro rime avec qualité zéro? Nous non plus! Chez Général d'Optique, pour 1 euro de plus, une deuxième paire valable dans tout le magasin et un chèque cadeau de minimum 100 euros pour qui vous voulez. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Offre valable jusqu'au 21 juin 2016. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Alors, on a tout. Bon, on a chargé 4 carcasses de bœuf, 5 d'agneau, 3 de veau. Bon, allez, on file, le jour se lève. Allez, on y va. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Master est à 195 euros par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Loyer taxe crédit bail maintenant 60 mois, 80 000 km pour Master. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 avril. Si acceptation par Diakessa, voir Renault.fr. Bonsoir Claire. Oui, bonsoir. Oui, bienvenue. Merci de me reprendre à l'antenne. Oui, alors pour les auditeurs qui nous ont pas écoutés dans la nuit de vendredi à samedi, vous êtes intervenu en toute dernière partie d'émission et vous aviez raconté votre histoire et témoigné que vous aviez été abusé très jeune par un religieux que vous aviez cherché à recontacter par la suite. Aujourd'hui, vous avez 45 ans et en fait, vous avez appris qu'il était mort, mais le Père supérieur en fait a répondu à votre appel et est venu donc vous rendre visite hier. Vous étiez d'ailleurs assez inquiète de cette rencontre et donc on se parle ce soir pour savoir comment s'est passée pour vous cette rencontre qui a eu lieu hier. Alors justement, vous parliez de résurrection. Oui. Et justement, je suis pas du tout encore dans la phase de résurrection. Je pensais que ça me libérerait beaucoup plus vite parce que je lui ai fait part, effectivement, je lui ai dit dès que je l'ai vu, il est arrivé un petit peu un quart d'heure en retard. Dès que je l'ai vu, je lui ai fait part de mon angoisse et de ma peur surtout. Et puis il a très bien compris. Et il est resté 2 heures, 2 heures et demie chez moi. Mmh. C'est là que j'ai pris vraiment conscience combien j'avais peur. Oui, bien sûr. Comment dirais-je, quand je voyais un prêtre qui s'approche de moi, j'en avais pas pris conscience comme ça avant, mais que j'avais peut-être, sans m'en rendre compte, en tout cas que j'observais pour qu'il ne s'approche pas de trop près de moi. Pendant tout l'entretien, pendant qu'il était là. En tout cas, lui, peut-être pas, mais j'en ai pris conscience. Oui, à ce moment-là. À ce moment-là, oui, vraiment beaucoup plus fort. En fait,
Oui, ça vous a fait revivre, d'une certaine manière. Ah bah oui, l'événement traumatique. Complètement, d'autant plus qu'à un moment donné, je ne sais plus comment c'est venu dans la conversation, mais en tout cas, il m'a fait comprendre que j'étais pas la seule et qu'il y avait pour le moins, il n'était pas supérieur à cette époque-là, des gens qui avaient été, où il avait exercé une pression psychologique et que ça a été très grave parce que ça a bousillé leur vie dans le sens qu'ils se sont embarqués dans des voies qui n'étaient pas les bonnes, quoi, en fait. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que ça m'a touchée, mais ça m'a pas du tout étonnée. Et comment dirais-je et là, je me suis rappelée, quand j'avais 17-18 ans, il était venu chez mes parents, parce que quelquefois mes parents l'invitaient, et après mes parents étaient partis, et il m'avait laissée seule avec lui, et je lui avais fait part du fait que sans doute je pensais au mariage, tout en ayant peur, parce que j'avais peur du corps déjà, du masculin, parce que déjà il y avait un terrain, je pense, préparatoire pour ça, dans le sens que j'avais une arrière-grand-mère qui m'avait dit à l'âge de 5-6 ans, alors est-ce que déjà, une interrogation que je me pose, est-ce qu'un enfant peut comprendre des phrases mortifères du genre méfie-toi des hommes, sont tous des violeurs. Oui, bien sûr qu'un enfant entend ça. Une petite fille a plus forte raison. Mais vous avez dû être marqué. Comprend les paroles. Pas forcément comprendre toutes les paroles, mais comprendre qu'il faut s'en méfier. En tout cas, intégrer dans son inconscient et psychiquement le message. Et si votre grand-mère vous racontait, ne serait-ce qu'élever un enfant dans la méfiance de l'autre, ça peut après donner lieu à des comportements de méfiance plus tard à l'âge adulte. Un enfant élevé, toute son enfance en disant tu serres pas la main du monsieur, tu regardes pas un tel, tu te méfies de ceci, et on l'élève dans la crainte et il développe de la crainte. Donc si vous, petite fille, vous avez été élevée dans la crainte des hommes, ça ne vous a pas aidé à la puberté et donc à 17-18 ans, on peut comprendre que vous étiez déjà dans l'appréhension. Oui, d'autant plus que ma mère est de parents divorcés, elle n'a pas connu son père, enfin ils ont divorcé quand elle avait 2 ans. Sa mère s'est arrangée pour détourner les lettres de son père. Donc il y a donc couper des hommes en fait. C'est une lignée de femmes depuis la grand-mère coupée des hommes. Dont l'homme est un ennemi, en fait. J'ai un père, mais bon, mon arrière-grand-mère maternelle m'a dit que mon père voulait un garçon, ne voulait pas une fille, parce que je tournais les pieds à l'intérieur, ça me dégoûtait. Donc très vite, il y a eu une mauvaise relation entre mon père et moi. D'ailleurs, qu'à l'âge de 17-18 ans, vers la même époque, j'avais très peur que mon père me viole. Vous voyez, donc vous sentiez quelque chose. En tout cas, vous sentiez une menace. Vous avez vécu toute votre jeunesse dans la menace des hommes jusqu'à croiser la route de ce religieux qui en fait a senti sans doute votre peur et en même temps on a profité. On a profité et en plus, si vous voulez, il n'a fait que renforcer une phrase que j'avais entendue de la part de mon père disant à ma mère. C'était même pas par mon prénom, il m'appelait pas par mon prénom, c'était l'autre. L'autre se mariera jamais. Donc j'ai accrédité cette phrase et lui, quand je lui ai parlé de mariage, il m'a dit mais non, c'est pas ça pour toi. Et à ce moment-là, il a changé de visage parce que comme je vous disais l'autre soir, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Il faisait très ange. Oui. Oui. Et alors, bien sûr. Mais alors, du coup, ce que vous a dit ce religieux hier, en fait, ça vous a aidé à comprendre que vous aviez été la victime. C'est ce que je vous disais. Pour faire un trajet de résilience, il faut s'être vécu comme victime. Alors justement, aujourd'hui, j'éprouve plein de colère et contre ce religieux. Mais surtout contre mes arrière-grand-mères, enfin mes grand-mères, dont une. Je me suis dit mais pourquoi ils m'ont dit ça à moi? Mais c'est pas juste, c'est injuste ce que j'ai vécu. Pour commencer, c'est ma vie de jeune fille, de jeune femme, mais pourquoi elles sont tombées sur moi comme ça? Je demandais rien. Alors c'est vrai que j'étais très sensible. Et tellement sensible que je sentais que je correspondais pas aux critères familiaux et que j'avais même dit à ma mère
mais je suis anormale, je suis pas. Donc je sentais que je correspondais pas à ce que eux désiraient de moi, en fait, de ce qu'ils avaient envie de faire de moi. Oui. Et donc je devais être une enfant, je pense, oui, très spontanée, très naturelle. Il y a quelque chose qui s'est brisé, au moment de l'adolescence, si bien que aujourd'hui, bah oui, j'éprouve de la colère. Alors, j'étais chez un couple ami tout à l'heure et ils m'ont dit, oui, mais derrière il y a des forces de vie, derrière cette colère, il faut les nommer, mais qu'est-ce que tu en fais ? Qu'est-ce que tu vas en faire ? Très bonne question, celle de vos amis. Oui, très bonne question. Oui, mais justement, qu'est-ce que je vais en faire ? Oui. C'est ça que j'ai pas la réponse. Comment savoir ? Et puis, vous l'avez pas tout de suite au moment où on se parle, mais elle commence à naître parce que hier cette visite en fait vous a permis de remettre des mots, de revivre l'événement, de faire des liens. C'est ce que vous me dites, faire des liens avec l'histoire de votre mère, de votre grand-mère, d'une lignée. Et donc au moment où maintenant vous recueillez à la fois toutes ces informations, mais toute votre histoire de vie. Vous pouvez à un moment donné rechoisir, refaire un choix. Vous êtes dans l'âge adulte de dire, ça c'est du passé et aujourd'hui je regarde devant et je réentame quelque chose pour moi parce que c'est pas cette femme-là que je suis au fond de moi, c'est pas celle-là que j'ai envie d'être et j'ai autre chose à vivre. Et d'ailleurs, quand on s'est appelé, quand vous avez appelé la Libre Antenne, au départ, au tout début de votre témoignage, vous appeliez parce que vous vouliez rencontrer quelqu'un et vous disiez, j'ai pas de chance, j'arrive à rencontrer personne. Et puis petit à petit, on est arrivé à cette histoire de votre jeunesse où là, il y a un trauma, il y a un nœud, il y a un événement traumatique pour vous qui a empêché jusqu'à présent que vous puissiez aller vers la rencontre, mais aujourd'hui, vous allez pouvoir entamer ce qu'on appelle un processus de résilience, parce que ça y est, vous êtes reconnu comme victime, vous comprenez les liens, vous savez ce qui vous est arrivé, tout ça a du sens pour vous, et ce sens-là peut vous amener devant. Mais est-ce que c'est normal la colère que j'éprouve, et est-ce que c'est normal de me dire que c'est pas juste. Accueillez-la, cette colère, elle est très puissante et c'est vrai que vos amis ont raison quand ils parlent de colère qui est une force de vie. La colère est une émotion qui nous est très utile, elle nous signale qu'on est dans l'impuissance. Alors, elle nous signale d'un côté qu'on est dans l'impuissance, mais d'un côté, elle nous demande quelque chose parce que toute émotion est un signal d'information. Il nous dit, tu dois agir vers quelque chose de bon pour toi. Et la colère dit, agis pour toi parce qu'aujourd'hui tu es impuissant dans cette situation. Donc que vas-tu en faire ? Que décides-tu ? Et qu'est-ce que tu vas faire de cette colère ? Une colère doit être accueillie pour pouvoir la transformer en action pour soi. De même que la peur signale qu'on a besoin d'être rassuré, que la tristesse dit qu'on a besoin d'être consolé. Vous voyez, chaque émotion donne un besoin. Oui, et la colère, elle donne un besoin d'action. C'est ça qu'elle nous apprend, la colère. Oui, mais alors aujourd'hui, j'ai plus de travail, comme je vous disais l'autre jour. Donc, quel sens ? Parce que ma vie aujourd'hui n'a aucun sens et je suis complètement déstructurée en plus dans mes heures de sommeil, etc. Déjà, j'étais du soir, alors là, je suis complètement décalée. Donc, je me dis, c'est vrai que ma vie ne prend plus de sens et je me demande si, j'ai eu des relations sentimentales, mais qui sont toujours terminées. Parce qu'il était quand même étonné, ce provincial, ce supérieur, que j'ai eu quand même une enfance difficile et puis des relations sentimentales pas toujours très tendres. Alors je lui ai dit que d'abord j'avais très peur de tout ce qui est sexualité masculine et que, comment dirais-je... il n'y a pas eu d'engagement au bout, donc une relation de tendresse, moi je pense qu'elle peut se vivre que vraiment quand il y a un engagement. Et quel message vous avez retenu, Claire, de la visite de cet homme, c'est-à-dire dans ce que vous lui avez confié, que vous nous confiez ce soir, quel mot il a mis dessus, qu'est-ce qu'il vous a dit, qu'est-ce que vous gardez, vous, de ce que... Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné... quand je lui ai parlé de ce frère qui était venu me voir, il m'a dit, mais c'était vraiment intentionnel parce qu'il n'est pas resté qu'un après-midi, il est resté un après-midi, une nuit et un début de matinée. Donc, et c'est vrai que ça m'a frappé et je lui ai dit, c'est important que
que vous le reconnaissiez. Oui, très important, bien sûr. Que c'était intentionnel. Alors c'est vrai qu'après, quand j'en parle, là, il y a une colère qui monte en moi. Et j'en veux à ma mère aussi, qui m'avait inculqué une notion du sacré très forte, comme je vous disais le soir, c'est vrai. qui fait que pour moi, je l'avais mis sur un piédestal et c'était comme je me faisais. Vous pouviez pas vous en méfier de lui. Vous pouviez vous méfier de tous les hommes sauf de celui-là. Vous voyez, comme vous aviez la notion du sacré, mais que vous aviez peur des hommes, celui-là n'était pas un danger. Et donc vous pouvez en vouloir d'autant plus, que finalement il s'est avéré qu'il était quand même un danger malgré le sacré. Vous voyez Claire, mais en même temps je m'en veux à moi-même. Et la question que je me pose maintenant, parce que c'est vrai que j'ai parlé aussi avec une autre amie, et je me suis dit mais c'est foutu maintenant pour des relations sentimentales, c'est complètement foutu. Pourquoi ? Parce que comme j'ai peur de la sexualité masculine, mais il n'existe pas l'homme que. Enfin bon, je veux dire, il faudrait qu'il me réapprivoise de A à Z. Exact. Il faudrait que vous soyez dans la confiance. Il faudrait Claire, ça veut dire. C'est impossible. Vous dites, c'est impossible. Vous pensez que c'est impossible ? Je me dis, est-ce que cet homme-là existe ? Ça me fait. Mais c'est pas l'homme qui existe, c'est vous, Claire. Le travail, il est chez vous. C'est pas cet homme-là qui existe. C'est que vous, en vous redonnant confiance, en vous autorisant la confiance et en étant à l'écoute de vous, vous allez, du coup, aller vers un homme ou attirer vers vous un homme qui sentira la femme blessée et parce qu'elle est dans la confiance, il pourra se passer quelque chose. Pour l'instant, le travail, il est chez vous et la colère, elle vous dit quoi ? Elle vous dit d'agir, mais d'agir pour vous, d'agir dans le sens qui est bon pour vous. La colère vous dit que maintenant, il y a une action à mener. Alors vous me dites, aujourd'hui, là, au moment où on se parle, ma vie n'a plus de sens et je le cherche et je vois pas comment je vais le trouver, mais le sens, il se trouve dans l'action. Il y a que là qu'il se trouve. Donc si dès là, les semaines qui viennent... c'est-à-dire que vous procrastinez. C'est lié à l'estime de soi, j'ai du mal à agir. Je suis souvent dans la fuite, Je suis souvent dans la fuite, dans l'évincement ou dans tout d'un coup une situation. Ce qui est très drôle chez moi, c'est que je panique au moment de me réveiller. C'est comme si j'avais une panique, si vous voulez. C'est comme si j'associais ça à le réveil, pour moi, surtout devant des journées qui ne sont pas forcément remplies parce que j'ai pas de travail. Donc, je ne sais pas si c'est le vide qui m'effraie ou, oui, sans doute, il y a quelque chose comme ça parce que c'est pas rempli. Et donc... c'est très angoissant. C'est très angoissant. Oui, c'est très angoissant. Bien sûr. Donc, ou quand je me sens pas en forme, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, je ne dois pas être normale. Je me dis, je vais tomber dans les pommes et à ce moment-là, si j'ai un rendez-vous trop tôt et que je ne me sens pas en forme, je vais évincer le rendez-vous. C'est dingue ce truc-là. C'est complètement fou, quoi. Je me dis, mais je suis complètement cinglée. Non, vous n'êtes pas complètement cinglée, Claire. Vous êtes juste dans une terrible anxiété et... Peut-être s'il est encore un peu tôt par rapport à l'événement qui s'est passé hier. Maintenant, il faut un petit peu de temps, vous voyez, pour que le pansement qui a été mis sur votre blessure fasse un peu d'effet, l'onguent fasse un peu d'effet. Et que c'est peut-être dans les jours qui viennent que vous allez retrouver une foi très personnelle pour le coup et une envie, un désir de vivre un peu différent. Parce que soit vous avez le choix aujourd'hui de dire j'ai eu telle enfance et on l'a tous ce choix-là à un moment donné dans nos vies. J'ai eu telle blessure, j'ai vécu tel événement et ma vie est foutue et donc je n'ai plus le choix que de ne plus vivre ou de survivre, parce qu'après ça s'appelle de la survie. Mais les êtres humains sont faits de telle manière qu'on a toujours le choix aussi de vivre et à un moment de dire oui, j'ai souffert, mais de choisir le parti de la vie, de dire oui, j'ai souffert, oui, j'ai eu cette enfance terrible, oui, j'ai été abusée quand j'étais jeune, j'ai vécu des traumas, j'ai pas connu la tendresse d'un homme, j'ai peur de la sexualité. Tout ce que vous me dites est excessivement vrai et juste, Claire, et bien sûr tout à fait légitime, mais il ne tient qu'à vous à un moment donné de dire mais j'ai envie d'autre chose pour moi et je peux aller vers ce possible pour moi et le choisir et le décider et regarder. Oui. Je me suis dit en même temps, vous voyez Sophie, aujourd'hui, il y avait quelque chose en moi qui me disait mais attends, là tu as subi des choses, tu t'es victimisée pendant tant d'années. Bon maintenant stop, ça suffit. Tu vas plus subir les choses.
D'autant que vous avez été reconnu. C'est là où je vous dis, laissez un peu l'événement d'hier faire son effet. C'est que vous venez juste à l'instant après des années d'un homme qui vient vous voir et se prête, qui passe 2h30 avec vous et qui reconnaît ce que vous avez subi. Et donc, à ce moment-là, parce que il a mis des mots sur ça et que vous savez que, vous n'avez pas fantasmé, vous êtes bien victime de quelque chose qui vous a évidemment bousillé votre vie jusqu'à présent, mais vous pouvez refermer la page de cette histoire-là pour en ouvrir une autre. Et la résilience, c'est toute la force de vie qui, après un trauma, fait aller vers quelque chose de la vie vaut la peine et je peux prendre la vie du bon côté et je peux aller vers elle parce que cette histoire-là, on l'a reconnue et j'ai pu la penser, j'ai pu penser ma blessure. Et vous allez continuer, bien sûr. Oui, il y a la caille qui dit Claire, votre prénom est signe de quelque chose. C'est vrai, Claire, la clarté, la lumière. Et si vous saurez, et si vous saurez aimer un autre homme, car chaque homme est différent, il faut du temps, c'est une plaie, donnez-vous le droit de cicatriser. Vous dit la caille. Oui. Donc quand vous me dites comment faire, c'est plus dans l'être. Bien sûr, ça va être comment faire. Quand je vous parle d'action, c'est des actions à mener. Mais vous savez bien que dans les actions qu'on mène, on a une posture, on a notre être, et que vos actions vont partir de votre être, du désir que vous avez de ne plus vivre la vie que vous avez eue jusqu'à présent. Et de vous lever. Et bien sûr, je ne vous cache pas que ça va être dur. Je ne vous dis pas qu'un matin, vous vous levez en vous disant ça va être dur. Vous allez dire j'ai pas envie, je ne sais pas faire, par quelle bouche je prends ça. Alors dans ces cas-là... C'est paresseux en plus. Oui, mais Claire, c'est... Un peu paresseux. Non motivé. Oui, mais c'est parce que vous voyez, le contact s'est un peu arrêté depuis plusieurs temps et que c'est un peu comme on n'a pas... Je sais pas conduit ou fait du vélo depuis longtemps, on a une appréhension, donc l'action quelquefois c'est un peu ça. Donc il faut recommencer tout petit. Ça va être chaque jour, vous n'allez pas vous gravir la montagne, vous allez vous mettre des petites échéances, des petites actions et de petites actions en petites actions. Oui, il faut pas que j'arrive, vous allez vous en créer une petite par jour dont vous serez heureuse et fière et vous allez recréer comme ça de la confiance, mais quelque chose de petit. Quand je dis de petit pour vous, de facile. N'allez pas chercher tout de suite la grande difficulté. Non, parce que là, pour l'instant, le travail, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à mon âge. Donc, je me dis un travail, et c'est vrai qu'un travail donnerait un sens à ma vie supérieure. Me citer l'exemple de quelqu'un qu'il avait connu, qui était sorti d'un monastère et qui pleurait pendant 10 ans parce que sa vie n'avait plus de sens. Et après, elle a trouvé un travail de professeur où elle a pu rendre service, se donner à d'autres. Et donc, retrouver là, du sens. Repris un sens. Voilà. Mais là, moi, je n'arrive plus à trouver de travail. Alors peut-être que j'entendais un jour un témoignage d'une personne qui téléphonait, je ne sais pas si c'est avec vous ou avec Caroline, qui disait qu'elle avait que les employeurs devaient sentir qu'elle avait perdu confiance en elle, et ça se sent dans un recrutement. Bien sûr. Donc moi, c'est mon cas au niveau du travail, parce que j'ai vécu un harcèlement moral, mais pas au niveau personnel, parce que aujourd'hui, c'est vrai que j'ose prendre la parole dans un groupe, quand j'ai quelque chose à dire, excusez-moi, je vais peut-être pas paraître modeste, mais je me dis, c'est peut-être pas trop bête ce que j'ai à dire. Oui, bien sûr. Et souvent, on me dit, tu t'exprimes bien. Et c'est vrai, vous exprimez bien là. Tu t'exprimes clairement et tu complexes, on comprend pas pourquoi, parce qu'il y en a d'autres qui s'expriment moins bien que toi, et je sais que par rapport à ça, j'ose dire des choses, donc il y a une partie de moi qui n'a pas confiance au niveau du travail, mais une autre partie qui a confiance. Il y a un peu une dichotomie, quoi. Oui, alors c'est exactement ce qu'a relevé Monica, qui dit: vous vivez dans la dualité, l'une de vous-même observe et analyse l'autre de vous-même, et vice-versa. Essayez de rapprocher vos deux morceaux. Et finalement, quand je vous disais, vous me posez la question, mais agir, qu'est-ce que c'est? Et quand je vous réponds, agir, c'est partir de son être. Avant le faire, il y a l'être, parce qu'il y a l'être qui fait. Donc vous partez d'une posture, et je fais le lien avec ce dont vous me parliez à l'instant sur la confiance. Branchez-vous à l'intérieur de cette partie de vous qui sait que vous savez parler en public, que vous n'avez pas peur, que vous appelez la radio, vous exprimez bien, que vous savez raconter votre histoire. Voilà, il y a tous ces ingrédients-là que vous avez en vous. Branchez-vous sur ces ingrédients-là, parce que ceux-là vont faire naître
vont aider la Claire qui va être beaucoup plus claire à l'intérieur d'elle-même. Beaucoup plus unifiée. Et plus unifiée, oui. Je vous souhaite beaucoup de courage, Claire, et je vous souhaite d'aller vers cette unité de vous-même. Il y a Mam qui laisse son numéro pour vous, pour échanger avec vous. Et puis Bernard aussi qui écoute votre témoignage et qui aimerait éventuellement correspondre avec vous. Donc Quentin vous donnera tous ces numéros hors antenne. Et puis je vous quitte avec le message d'Eliso qui dit de tous ces moments difficiles, certes il y a des blocages, mais aussi plein de richesses qui vous donnent une grandeur humaine qu'il faut explorer. Et il y a beaucoup à explorer pour vous, Claire. Merci, et merci d'avoir... Oui, bien sûr, il y a le travail. Je vous souhaite beaucoup de chance pour le trouver. Que tout est fichu, par rapport à des relations. Non, mais rien ne l'est jamais tant qu'il y a de la vie, Claire, il y a de l'espoir. Et merci à vous d'avoir... finalement de nous avoir rappelé ce soir, puisqu'on s'était quitté samedi un peu avant 1h. Merci. Merci à vous parce que vous avez une manière de décrypter les choses et vous allez droit au but et vous êtes très clairvoyante. Merci à vous. Je serai sur Paris, j'irai vous voir. Mais je me demandais justement si j'irais pas voir un psychothérapeute. J'hésite parce que c'est encore remué. Non, c'est pas remué. Alors peut-être pas parce que vous savez quand on va voir un psy, le mieux, et c'est même conseillé, le psy vous le demandera. On y va avec une demande, un peu comme vous appelez là dans la libre antenne. C'est-à-dire que là, j'avais appelé un psychiatre, si vous voulez, mais qui m'a parlé d'antidépresseurs. Non. Et moi, j'ai pas du tout envie de ça. Non. Moi, je vous dis non tout de suite là. Pour ça, j'ai changé de crèmerie. Moi, non. Alors, comme vous dites, changer de crèmerie, mais par contre, quand vous allez voir un thérapeute, venez avec une demande. Et votre demande n'est pas de réexplorer votre passé, qui me semble assez clair et vers lequel vous allez en résilience, mais d'être aidé. Vous dites voilà, moi, j'ai un problème d'être aidé, de trouver mon énergie pour repartir dans l'action, pour trouver du travail. J'ai besoin que vous m'accompagniez pour me retrouver de la confiance et pour pouvoir retrouver mes bases et ma clarté justement et m'unifier pour aller vers ma vie professionnelle. Et je vous sollicite pour ça et vous écoutez la réponse et vous voyez si le thérapeute vous dit oui d'accord, moi je sens que je peux vous aider là-dedans, voilà. Et moi je conseille souvent d'en voir plusieurs, si vous pouvez en voir 1, 2, 3 avant de faire votre choix, parce qu'il faut que vous sentiez bien, que vous soyez en confiance, si vous dites oui je fais confiance à cette personne pour m'accompagner. Bon courage à vous Claire. Oui. Merci de votre appel. Merci. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 39 21, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Une porte qui claque, 1, 2, 3 verres de... C'était Laurie Darmon sur Europe 1, Rupture. Jusqu'à ce soir sur Europe 1, nous vous proposons de jouer. Oui, pour tenter de gagner un lot composé d'un iPad Pro, mais aussi d'un assortiment gourmand de 2 kilos de chocolat Jeff de Bruges avec des petits lapins au praliné, des poules au caramel tendre ou encore des canards aux éclats de pistache. Valeur totale de ce lot exceptionnel, près de 1 000 €. Alors pour jouer et tenter votre chance, c'est tout simple. Vous envoyez le mot de passe PAQUES, P-A-Q-U-E-S, par SMS au 739 21, 65 centimes plus le coût du SMS. Vous appelez le 39 21, 50 centimes la minute. 3 messages pour participer, s'il vous plaît. Bonne chance à tous. Europe 1. Il est l'ennemi de la grisaille et de l'ennui. Il va y avoir des surprises, les gars, je vous le dis. Oh lolo. Cyril Hanouna officie tous les jours sur Europe 1 avec Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Commandeur et toute la joyeuse bande des Pieds dans le plat. Il est fort, Malik, mais ça ne comptait pas, il n'y a pas de point. Malheureusement, il n'y a pas de point, Malik. Bah, moi, je me l'accorde. Très bien. Les Pieds dans le plat, présenté par Cyril Hanouna. Sandrine, oui. Dans cette émission, l'important, c'est de participer. Exactement. Alors, moi, je déteste cette expression parce que l'important, c'est de gagner. Et c'est gagné, Sandrine. 7 jours sur 7, dès 16h sur Europe 1. Europe 1, un temps d'avance. Pour vous, Claire
Claire, un message d'Adeline qui dit « Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière ». Très joli. Et puis, il y a Joli Cœur qui nous dit qu'il est en train de vivre la tempête en Bretagne, à Saint-Malo. La mer est déchaînée. Waouh, nous dit Joli Cœur. Ah, on aimerait bien. La tempête n'est pas déchaînée dans le studio d'Europe 1. Mais vous le savez, ce studio, il est tout bleu comme la mer et comme la nuit d'ailleurs. Vous êtes là, Karima ? Oui, bonsoir. On accueille Karima. Alors Karima, vous nous appelez de Washington, c'est ça, me dit Quentin ? Oui. Formidable. Oui, il est quelle heure chez vous, Karima ? Alors, il est 5h45 ouais. soir, donc 17h45, oui. Donc, il est 17h45, pas aussi tard que chez nous. Oui. Et il fait quel temps à Washington alors ? Alors, il fait dans les 50 degrés Fahrenheit, donc je ne sais pas, c'est peut-être 20 degrés Celsius. Oui, c'est à peu près ça, voilà. Ouais. Un joli on n'a printemps. Pas eu beaucoup de soleil. Voilà, on n'a pas eu beaucoup de soleil aujourd'hui, mais ça va, quoi. Ouais, on peut pas se plaindre. Non. Ouais, mais merci beaucoup d'avoir pris mon appel. Alors, je le dis aux autres auditeurs. Oui, vous avez bien fait parce que, je le dis pour les auditeurs, Karima nous a envoyé par la page Facebook de la Libre Antenne un message privé par Messenger en nous laissant son numéro pour qu'on la rappelle. Donc, quand vous souhaitez et que vous habitez comme Karima à l'étranger, mais que vous écoutez la Libre Antenne d'Europe 1 et que vous avez envie de témoigner, il suffit de faire comme Karima, vous nous laissez votre numéro et puis Quentin ou Corentin vous rappelle et c'est comme ça qu'on a la chance et la joie d'accueillir Karima dans l'émission depuis les États-Unis. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas par quoi commencer. Oui, vous vouliez nous parler de une relation sentimentale, d'une rencontre que vous avez fait sur un site de rencontre, c'est ça, me dit Quentin? Oui, voilà. Ouais. Donc j'ai fait la rencontre en août à peu près sur le site. Et au début, j'étais vraiment, je voulais pas, parce que lui, il habite à New York, donc à peu près à 5 heures de route. Donc j'avais un petit peu peur parce que moi, les relations à distance, j'ai besoin de voir la personne et de communiquer et tout ça. Donc au début, j'étais un petit peu sceptique, quoi, et réticente, disons. Mais après, je me suis dit bon, c'est pas grave, quoi. Je vais voir ce que ça donne, quoi. On va. Oui. Bah oui. Donc voilà, donc on a parlé au téléphone et bien sûr le contact est très bien passé et j'étais vraiment à chaque fois qu'on parlait au téléphone, je raccrochais, j'avais le sourire, quoi. Donc et après on a fini par se rencontrer en octobre, quelque part un peu à mi-chemin, comme ça. Ouais. Ouais. Et donc ça s'est très très bien passé. On s'est rencontrés un mois plus tard, mais 3 jours. La deuxième fois, c'était pour 3 jours. Et en décembre aussi pour 3-4 jours. Donc, on a réussi quand même à se voir. À vous voir, ouais. Oui, voilà. Et à chaque fois, ça se passe très, très bien. Sauf que, bien sûr, il n'y a pas eu vraiment d'engagement ou mot d'amour ou rien de tout ça, quoi. En trois visites. Ouais. À chaque fois, vous avez dû combien de temps ? À chaque fois, la première fois, c'était juste 1 jour et demi. Oui. C'était dans un hôtel. Mais la deuxième et troisième fois, c'était à peu près 3-4 jours. Oui. Ouais. Donc, et vous êtes déçue parce qu'il n'y a pas encore de mots d'amour, Karima, c'est ça ? Voilà. Ouais. Pas déçue. Ce qui commence à m'énerver, entre guillemets, c'est que depuis le mois de janvier, il travaille beaucoup. Et je sais qu'il travaille. Je sais que... parce que je connais son travail, ce qu'il fait, je sais ce qu'il fait, et c'est un peu... il peut être débordé, quoi. Et donc, depuis le mois de janvier, il est très, très débordé, et j'ai l'impression, et ce mois-ci aussi, le mois de mars, il travaille pendant la journée, et aussi il fait des nuits, parce qu'il a besoin de le faire, quoi. Pas pour l'argent, mais parce que ça fait partie de son travail. Donc j'ai l'impression qu'on parle de moins en moins au téléphone. Donc il m'envoie des textos de temps en temps, ou moi parfois de temps en temps pour voir comment ça va. Et donc, et bien sûr, on n'a même pas parlé de quand on pouvait. Vous n'êtes pas parlé de quand vous alliez vous revoir ? Non, pas du tout, parce que j'ai l'impression que pour lui là, il est très très occupé, donc c'est. En fait, on n'a même pas. Oui, vous avez même pas. On n'a même pas le temps de se parler, quoi. Moi, j'ai le temps, bien sûr, parce que j'ai le temps, mais lui, vous savez, il rentre très, très tard et il m'appelle pas. Et une fois, j'ai fait la remarque, je lui ai dit, j'ai remarqué. Oui.
qu'on parle de moins en moins au téléphone. Il m'a dit oui, je travaille très très tard et quand je rentre à la maison, je suis crevée, quoi. Enfin, complètement crevée. Et donc, voilà. Est-ce que par ailleurs vous envoyez des petits messages SMS, WhatsApp ou autres Oui, des textos de temps en temps. Ouais. Lui, par exemple, à la fin de la journée, il me dit alors comment t'as passé ta journée Donc souvent, c'est vrai que lui, il m'envoie un petit texto pour voir comment ça. Ouais, donc il n'a pas forcément l'énergie pour avoir une discussion au téléphone parce qu'il est très pris, mais il reste en lien avec vous, continuel. Oui. Mais là, vous êtes vus quand la dernière fois, Karima? C'était en janvier, là? Non, février, vous m'avez dit. En fait, en février, parce qu'il est venu pour le travail. Il avait une réunion ici, à Washington, et donc il a réussi à rester une nuit. Ici. Mais en même temps, il n'y a pas le projet de venir vous revoir. Il n'y a rien qui est décidé. Non, on en a parlé après. Il m'a dit oui, si tu veux choisir un endroit et on en parle. Enfin, il dit moi. Mais il n'y avait pas de date. Il n'a pas l'air de s'engager. En fait, j'ai l'impression que ce qui vous soucie, c'est que vous le sentez pas tout à fait prêt alors pas le grand engagement, la grande déclaration, mais en tout cas relativement dans l'intention de créer du lien. C'est ça que vous sentez pas pour l'instant. Surtout. Oui, exactement, parce que pour moi, la distance et tout ça, c'est pas grave, ou le fait qu'il travaille, c'est juste, je vois pas vraiment il n'y a pas beaucoup de mots doux, ou tu me manques, enfin, il m'a dit tu me manques une fois, quoi, dans tout ça. C'était une fois, et j'étais tellement surprise que ça m'a... mais sinon, il est pas, enfin, je pense qu'il est pas comme ça non plus, quoi, il est très... il est timide, vous pensez, il est réservé? Pas timide, je pense qu'il est prudent. Il est très très prudent et je pense parce qu'il sait que je suis beaucoup plus émotionnelle. Je peux m'emporter moi. Peut-être qu'il a peur de pas trop me laisser entendre que ça y est quoi. Oui, et peut-être que vous êtes peut-être très dans l'attente et que lui est beaucoup plus prudent. Vous connaissez un peu son histoire avant, qui expliquerait qu'il avance prudemment? Il a 49 ans et c'est vrai que je pense qu'il a eu quelques relations, bien sûr. Je sais qu'à cause de son travail, il y a eu des années où il ne pouvait pas avoir de vie personnelle, quoi, parce qu'il travaillait 24/24. Donc il y a ça. Mais sinon, je sais qu'il a dû rompre avec une personne avec qui il était parce que je pense qu'il s'est rendu compte que c'était pas la bonne personne, quoi. Enfin, je sais pas. Et vous, qu'est-ce que vous... Parce que là, en fait, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup dans la raison, à essayer de comprendre comment il est, pourquoi. Mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes avec lui, quand vous êtes loin de lui? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous avec cet homme? Alors, j'adore être avec lui. J'aime même au téléphone, quoi. Quand il m'appelle, je suis complètement... je sais pas. Donc, et surtout, je me sens vraiment très très bien et en sécurité. Et ça, je lui ai même dit ça. Je lui ai dit qu'avec lui, je me sentais en sécurité. Et c'est important. Et il a apprécié, j'imagine. Il a apprécié. Oui, c'est important. Oui, merci. Et je pense que ça l'a. Oui. C'est important d'ego. Oh, pas que, non, pas une histoire d'ego. C'est un homme. Dans le sens positif. Pardon. Oui. Et est-ce que vous lui avez dit qu'il vous manque, demande Lacaille? J'ose pas trop parce que j'ai l'impression que je lui montre déjà que je suis, qu'il me plaît, quoi. J'ai l'impression que Non, vous avez l'impression que vous lui plaisez ou que vous dites qu'il me plaît, pardon. Non, ça c'est pas une impression. Ça c'est quelque chose dont vous êtes sûr, j'ai l'impression. Oui, voilà. Ah, oui. Mais vous avez l'impression que vous lui plaisez, c'est ça que vous voulez dire aussi. Oui. Ça, je pense que oui, que ce soit physiquement ou... D'accord. Donc, ce qui vous questionne, c'est que ça va pas assez vite pour vous. C'est plutôt ça. Oui, exactement. Ce qui vous inquiète, c'est que c'est pas le rythme que vous espérez. Vous espéreriez que ça aille un peu plus vite. Ouais. Voilà. Alors, et je pense que... Oui, et vous pensez? Oui, c'est peut-être la distance le fait qu'il travaille, mais surtout la distance qui rend ça un peu plus compliqué. Non, il y a une partie de moi qui regrette avoir même commencé, quoi. Parce que je ne peux pas m'attacher. Parce que j'ai peur de m'attacher encore à lui.
Karima, vous êtes extraordinaire. Vous me faites penser à toutes ces personnes qui rêvent de tomber amoureux, qui cherchent l'amour, mais qui ont peur de souffrir et qui ont peur de s'attacher. Alors, c'est vraiment très paradoxal de vouloir être amoureux et en même temps d'avoir peur de souffrir et de s'attacher, parce qu'il n'y a pas d'amour sans attachement, Karima. Et j'ai envie de vous dire, et quelquefois, oui, bien sûr, l'amour fait souffrir, parce que peut-être un jour, ça s'arrête. Il y en a un qui aime plus, ou les deux, ou l'histoire arrive à sa fin. Bien sûr, c'est un risque. Mais quand vous levez tous les matins et que vous vivez, vous prenez le risque de vivre. Alors une vie sans amour, c'est pas une vie. Donc on veut l'amour, mais on veut le contrat d'assurance vie qui va faire que il y aura jamais de tempête, une toiture qui s'envole, un orage, tout ira toujours bien. Bah non, c'est pas ça l'amour, Karima. Et puis qu'est-ce que veut dire souffrir? C'est-à-dire c'est aussi les moments de bonheur. Donc vous dites j'ai peur de m'attacher. Mais n'ayez pas peur, c'est magnifique de vous attacher. Oui, peut-être que ça fonctionnera pas, mais si vous n'êtes pas là-dedans, vous ne donnez aucune chance à la relation. Si vous dites, enfin, c'est un peu comme quelqu'un qui voyez, vous avez envie de quelque chose et en même temps vous dites, ben oui, mais ce quelque chose qui va avec, ça non plus, j'en veux pas. Avoir peur de vous attacher, ça signifie que vous allez être tout le temps en retrait et que vous n'allez pas donner sa chance à des sentiments de germer, de fleurir. J'aimerais avoir un jardin tout fleuri, mais je l'arrose pas parce que je sais pas, j'ai un peu peur, je sais pas comment m'occuper du jardin. Enfin, on peut pas avoir un joli jardin si on n'y met pas l'énergie qu'il faut, l'énergie de vie. L'amour, c'est comme un jardin. Oui, c'est vrai que tout ce que vous dites est vrai. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que si lui, il n'est pas si on n'est pas dans la même, dans la même longueur d'onde, quoi. J'ai peur qu'il la même soit longueur d'onde. Attendez, la même longueur d'onde en termes de sentiments ou la même longueur d'onde en termes de distance et d'organisation de vie? Non, je dirais plus de sentiments, parce que je pense en tant que valeur et tout ça. Bon, bien sûr, on se connaît. Et c'est quoi pour vous, Karima, la même longueur d'onde de sentiments? Qu'est-ce que ça signifie? Ça ressemble à quoi d'être sur la même longueur d'onde? Que je lui manque comme lui il me manque, qu'il voudrait aussi passer du temps avec moi, me voir comme moi j'ai envie, quoi. Alors, donc, Karima, il vous a dit au moins une fois que vous lui manquiez. Vous, il vous manque aussi. Donc, c'est quelque chose qui démarre. Vous êtes vus 3 fois sur une relation qui est en plus à distance. Et en fait, vous êtes en train de dire, moi, je veux bien m'engager et m'attacher que s'il m'aime autant que je l'aime. En fait, vous êtes dans cet esprit-là. Mais c'est, je ne te donne que si toi, tu me donnes autant que je te donne. Donc, vous ne créez pas de confiance. Faites confiance. Laissez les choses advenir, parce que là vous cherchez à contrôler. Vous dites non, je vais pas m'attacher parce que si jamais il s'attache pas autant que moi, alors je vais souffrir et c'est pas possible. Mais l'amour c'est gratuit, c'est pas quelque chose sur lequel on crée de la rétention. Vous créez de la rétention. Alors je ne dis pas non plus de lui faire des discours enflammés, mais s'il vous plaît et vous dites être sur la même longueur d'onde, vous savez, un amour c'est des plateaux de balance. À un moment donné, il y en a toujours un qui aime un peu plus que l'autre. Mais ça peut être à l'aune d'une journée, ou de 2 jours, ou d'une semaine, ou de quelque temps. Et puis ce plateau, il passe son temps à basculer de l'un à l'autre quand on s'aime. On n'aime pas toujours, alors par moments, sur des moments très forts, on est dans cette même intensité. Et lâcher un peu tout ce contrôle, toutes ces pensées en laissant advenir, en étant dans le temps long. Peut-être que c'est la patience que vous apprend cette histoire, parce que l'organisation matérielle de distance, ça se gère, ça c'est du technique, ça c'est de l'organisation. Quand on s'aime, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de distance, oui, c'est douloureux de pas se voir quand on est loin l'un de l'autre, mais quand il y a de l'amour, il y a de l'amour, voilà. Donc vous laissez cette chance à devenir. Oui, et c'est vrai ce que vous dites pour la patience, c'est très vrai, parce que j'ai toujours tendance à m'emballer et à ne pas être très patiente dans les relations. Et là, c'est vrai ce que vous dites, que j'ai l'impression alors, que s'il vous plaît, vraiment, ça m'apprend ça. Oui, voilà. Chaque relation nous apprend quelque chose sur nous.
Et l'amour, c'est l'une des meilleures écoles sur nous-mêmes, parce qu'on est confronté à soi. Et justement, quelquefois, des éléments qu'on maîtrise pas, donc ça fait très très peur. Et c'est très angoissant. Et là, effectivement, vous êtes face à votre impatience, votre envie d'aimer, d'être aimé, de vivre cette relation à fond. Laissez ce temps construire tout doucement cette relation, parce qu'il m'a l'air bien, il vous dit quand même de belles choses, il est là pour vous. Laissez les choses venir. Peut-être, comme dit un auditeur, à l'approche des vacances, peut-être que vous allez organiser des congés ensemble. Et là, vous verrez s'il suit ou s'il manque de temps, dit cet auditeur. Ah oui, non, c'est vrai. Oui. Mais qu'est-ce que, peut-être une petite, je sais que on n'a pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce que je fais? Parce que je remarque que je suis toute triste quand il m'envoie pas de texto ou quand je suis un petit peu, j'ai le blues quoi. Et j'aime pas il être vous dans manque. cet état-là. Si. Et j'aime pas être dans cet état. J'ai l'impression que je dépends de ces textos. Non, cet état-là vous renseigne que vous l'aimez, que vous tenez à lui, que vous êtes déjà attaché. Il est là l'information du blues, et à ce moment-là, au moment où il vous manque, essayez, dans votre journée d'être en pensée, éventuellement retenez peut-être un peu vos textos pour pas l'envahir, et puis tenez un petit carnet à côté, un petit carnet qui sera pour lui. Puis si un jour la relation prend de plus en plus d'ampleur, vous pourrez en faire le socle d'une belle histoire, mais que vous puissiez déverser à côté ce manque. C'est que tout d'un coup vous vous sentez vide quand il remplit pas votre vie. Alors là, ça fait penser un peu à ce type d'amour où on a besoin que l'autre nous remplisse. Et ça, c'est pas Et quand on est là-dedans, là on peut souffrir, parce que si l'autre, notre bonheur, vous voyez, nos humeurs dépendent de l'autre. On crée une relation de dépendance affective. C'est important que vous puissiez être heureux sans lui, mais aussi qu'il vous manque. Ça, c'est tout à fait normal. Et comme dit la Caille, c'est pas en quelques mois que votre rose va éclore. C'est vrai. Ouais. Donc regardez votre rose comme celle du Petit Prince. Vous savez, Karima? Oui, oui, j'adore. Oui. Et que votre amour naissant est très précieux. Donc prenez-en bien soin. Merci de nous avoir appelés de si loin, Karima. Merci à vous. Merci. Je vais vous réécouter en podcast demain. D'accord. À bientôt, merci Karima. Beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir. Merci. Au revoir, Karima. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct pendant encore 1 heure. Une libre antenne pour nous confier un peu de vos joies et de vos peines. Un lieu de partage et d'échange où nous nous écoutons et nous nous répondons. L'important étant de ne pas rester tout seul avec ses questionnements, ses doutes ou ses inquiétudes. Alors pour se parler et se dire, appelez-nous au standard, au 39 21. Quentin vous y accueille avec attention et c'est Romain Diomède qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit. Vos commentaires sont précieux pour aider les auditeurs et m'inspirent bien souvent des éléments de réponse. Et puis vous pouvez également dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Et puis Louison qui envoie un message pour fêter l'anniversaire de son papa qui a 100 ans. Demain, oui, 100 ans, ça se fête. Et Louison qui dit: merci papa pour tout ce que tu m'as donné, amour, affection, découverte du monde, notamment l'Afrique noire. Et le papa de Louison nous écoute tous les soirs. Donc nous vous souhaitons, toute l'équipe de la Libre Antenne, un très bel anniversaire demain, 100 ans. Bravo, merveilleux, magnifique et longue vie encore à vous. Bonsoir Annie. Bonsoir Sophie, merci de me recevoir. Bienvenue.
Voilà, je suis très ennuyée. Je vous explique. Je viens de perdre une amie qui avait 40 ans. Elle est morte d'un cancer. Et elle laisse 2 petits bouts de chou derrière elle de 6 et 9 ans. Ses funérailles ont lieu après-demain. Et bien que je sois très proche de ces 2 petits cœurs, je ne sais pas comment me comporter. J'ai peur de commettre des impairs et j'aurais voulu que vous puissiez me conseiller. Ouais. De quoi vous avez peur ce serait quoi pour vous commettre un impair? Qu'est-ce qui vous effraie? De dire quelque chose qu'il ne faut pas dire, parce que ils ont déjà 2 personnalités différentes, ce qui est bien normal. Le tout petit qui a 6 ans, lui déjà, suite à la lecture de la lettre que leur maman leur avait laissée au cas où. Le petit de 6 ans, lui, il dit maman est partie rejoindre papy. Et le plus grand, 9 ans, qui est un enfant surdoué, qui plus est, et qui s'est beaucoup occupé de sa maman. Lui, il est plus dans les larmes. Oui. Et voilà les relations qu'on a entre nous depuis ces quelques années. Que la maman était malade. Ils ont toujours leur papa? Oui. Auprès d'eux, oui. Donc ils sont entourés. Oui. Oui. Et voilà, il est certain que les relations que nous avons depuis quelques années, tous les 3, nous sommes assez proches. Moi, j'adore ces petits. Oui. Mais ça dans des circonstances, dans de telles circonstances, durant des funérailles, qu'est-ce qui peut se passer? Quelles réactions vont-ils avoir? Quel impair il ne faudrait pas commettre? Voilà, je suis un peu perdue. Je suis dévastée par le chagrin. Oui, je comprends, Annie. Oui. Et je ne sais pas quoi faire. Je voudrais faire au mieux, surtout pour eux. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Qu'est-ce que vous imaginez pouvoir leur dire? Eh bien, déjà, j'aimerais pouvoir les serrer dans mes bras parce que je ne sais pas s'ils vont avoir besoin de réconfort, parce que très souvent, ils viennent vers moi. Mais bien sûr, leur dire que c'est une épreuve, mais qu'ils vont devoir faire leur vie et que leur maman ne les a pas laissés, ne les a pas abandonnés. Oui. Et que là où elle est, ils sont... Vous voyez, je trouve plus déjà qu'elle est proche d'eux, mais que c'est quand même que je suis tout à fait consciente que ce n'est pas facile, mais qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont entourés et qu'ils ont notre amour aussi. Mais voilà, mais au-delà de ça... que faire? En fait, vous craignez, Annie, que votre douleur vous déborde, en fait. Votre chagrin vous déborde. Et leur fasse plus de mal que de bien. Oui, et de les rendre témoins de votre douleur, et que c'est ça. Ouais, vous craignez pas, en fait, de commettre un impair. Je vous entends, là. Et en fait, je sens que ce qui vous crée du souci, c'est d'exploser en sanglots et de pas pouvoir contenir votre chagrin face à ces 2 enfants et de pas les alourdir, en fait, de votre chagrin. C'est ça que vous craignez. Oui, je comprends, Annie. Pas rajouter à leur peine, quoi. Oui, bien sûr, de pas rajouter à leur peine. Et en même temps, ils vous aiment beaucoup et vous êtes très proches et vous êtes un peu, avec des guillemets, un peu comme une maman, enfin une femme auprès d'eux qui a été très proche de leur maman. Et là, vous serez, vous voyez, ils vont comprendre que vous soyez en larmes et pas bien. Peut-être si vous vous sentez pas de parler, au moins de les serrer dans vos bras. Ils sont en âge de voir le chagrin des adultes, même sont dans ce chagrin. Donc il n'y a rien à cacher de ce côté-là. Leur dire aussi que vous êtes là pour eux. Au moins de leur dire, voilà, bien sûr ce que vous avez imaginé de dire que leur maman les a pas abandonnés, si vous le sentez, mais de dire aussi votre chagrin, de mettre des mots sur votre chagrin, de dire à quel point vous l'aimiez, parce que ce qui est très rassurant et qui aide au moment d'un départ comme ça, quand on perd ses parents, c'est de comprendre à quel point ils étaient aussi aimés d'autres, comme une grande chaîne, c'est-à-dire bien sûr ils aimaient leur maman, mais d'entendre Annie qui a perdu une amie très chère. Et qui peut parler de pourquoi. Vous pourriez dire d'ailleurs, mettre des mots sur en quoi elle était une amie si chère pour vous.
Parce que ce sera pas difficile. Oui, ce sera pas difficile. Mais ça peut vous aider de parler d'elle et de ce qui vous liait. C'est très aidant parce que ça met beaucoup de baume au cœur au moment où on perd un être cher. On a besoin d'entendre parler de cet être-là par d'autres qui l'ont aimé aussi. Et on se sent tout d'un coup moins seul et relié avec cet amour. Souvent, vous savez, dans les obsèques, tous les témoignages, les textes maintenant qui sont lus très souvent dans les obsèques, c'est un grand moment d'émotion. Et même quand on ne connaît pas forcément très très bien la personne qui était décédée, ça nous la rend très proche. Et c'est très émouvant ces moments-là. Et tout d'un coup, on découvre une vie, ce qu'il ou elle aimait. Enfin, voilà, on découvre plein d'éléments. Je ne sais pas si d'ailleurs vous avez prévu de dire quelque chose aux obsèques sur votre ami, ou si vous avez prévu un texte, de lire quelque chose. Oui, moi, je ne sais pas si on va me le demander, mais en tout cas, oui, si on me le demande, je sais quoi dire de toute façon. Ça, c'est... Oui. Et vous en avez envie ? Vous dites, on ne me l'a pas demandé, vous auriez envie de le faire ? Je suis quand même d'un naturel assez réservé, assez timide, donc si ça m'est demandé, je dirais qu'en sa mémoire, je le ferai. Oui. Mais de toute façon, depuis qu'elle est partie, je lui parle tous les jours, encore plus qu'avant. Je l'avais très souvent, on était très très proches, donc voilà, ça fera une semaine demain qu'elle est partie. Et... Voilà. C'est important, Annie, de vous faire confiance dans ce moment-là. Vraiment de vous centrer très fort sur vous et d'être très en confiance, à la fois par l'amour qui vous lie à elle, le lien d'affection, et puis de vous faire confiance dans la relation que vous avez avec ses enfants. Sinon, vous projetez quelque chose de vous sur eux. Et c'est là, vous voyez, que vous risquez de ne pas être juste en voulant vous retenir. C'est de ça dont j'ai peur, justement. Non, ne cherchez pas à retenir quelque chose de vous. Faites-vous confiance, vous serez juste, comme dit un auditeur ou une auditrice, les enfants ont leur propre approche à cet événement triste et lourd. Et toutefois, laissez-les vivre cet instant à eux, de leur manière. Et vous êtes là à leur côté. Et Clélia ajoute, soyez juste vous-même, Annie. On ne peut pas prévoir son attitude à l'avance. Si vous avez envie de pleurer, pourquoi ne pas le faire ? Les enfants comprennent tout. Et embrassez-les très fort. Et ça leur fera... pas m'en empêcher de tout façon. Et les embrasser très fort, ça leur fera du bien, de les prendre dans vos bras. Donc voilà, c'est important pour vous de vivre cet événement au plus proche de leur papa aussi. J'imagine que vous connaissez bien également. Et qui a sans doute aussi besoin, lui, avoir besoin aussi de soutien, comme les enfants. Et peut-être vous êtes aussi importante là, aux côtés du papa. Il y a Florence qui dit, je suggère de dire oui, je comprends ton chagrin, moi aussi je suis triste. Et on va s'aimer très fort pour s'aider, pour continuer dans l'amour de ta maman. Merci, dit Florence. Oui. Ça prend une dimension particulière parce que voilà, il y a une première cérémonie en région parisienne, puis après elle va être inhumée près de son papa sur l'île de Groix. Donc ça aussi c'est... Voilà, son cercueil va passer par le ferry, tout ça, et ça prend, dans les îles, c'est encore une dimension particulière, quoi. Oui, vous allez y aller aussi à l'île de Groix ? Vous allez l'accompagner là-bas ? Oui. J'habite en Bretagne, donc je serai pas aux obsèques en région parisienne, mais j'y serai sur l'île de Groix. Oui, vous serez là pour l'accueillir sur son île, donc. Oui. Oui, c'est beau et donc vous serez là à côté des enfants et comme dit aussi un auditeur, ça leur fera du bien de vous voir et ça les rassurera aussi parce que vous êtes un personnage, une personne de leur histoire, un peu comme de la famille pour eux. Si vous étiez si proche de la maman et donc vous êtes très importante pour eux, donc ne craignez pas de prendre trop de place finalement, Annie, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi votre inquiétude. C'est de prendre trop de place. Oui, parce qu'il y aura beaucoup de monde et voilà, Et alors, ça vous donne pas le droit, vous ? Oui, il y aura beaucoup de monde, mais vous étiez très proche d'elle. Oui. Et c'était une grande amie. Oui. Il n'y a pas dans ces moments-là ceux qui ont plus de droits que d'autres parce qu'ils ont un rang ou quelque chose. Là, on est vraiment tous très égaux parce que la relation, elle est à chaque fois très personnelle et singulière avec la personne qui vient de partir. Et donc, chacun est très légitime, à la fois dans son chagrin, dans ce qu'il vit à sa manière. Et on est tous très, très différents dans ces moments-là. Ce qui est certain,
dans ces moments-là, c'est que de l'affection, de la tendresse, de la présence, quelquefois un sourire dans les larmes, un souvenir du défunt ou de la défunte, ça, c'est rassurant, ça aide énormément de pouvoir parler d'elle. C'est vraiment important. Bon. Et ne vous en privez pas. Oui. Je vous remercie. Oui, on pense bien à vous, Annie. Merci. Et bon courage à vous pour ce moment très éprouvant. Il y a Polo qui dit on est aussi dans la peine parce que mon copain de toujours 33 ans est décédé, marié avec des jumelles de 3 ans et demi, un bébé de 6 mois. Et nous prendrons soin des enfants et avec tout l'amour comme promis. Et merci c'est ça aussi, voilà, des amis. Hein. C'est être là. Peut-être aussi que la maman, elle est rassurée de vous savoir là. Je pense, parce que je n'ai pas l'intention de laisser tomber ces petits, de toute façon. Pas du tout. Il y a Monica qui dit aussi ce qui compte, ce ne sont pas les obsèques, mais les semaines et les mois qui suivront. Oui. Et c'est au quotidien que vous pourrez prendre votre place. Alors bon, peut-être vous êtes en Bretagne, c'est moins évident s'ils sont loin. Mais d'appeler, de prendre des nouvelles, de se voir le plus souvent possible. Déjà auparavant, c'est ce que je faisais. Et puis quand ils viennent en vacances sur l'île de Groix, voilà. Vous voyez, Non, puis je les avais souvent au téléphone, de toute façon, toutes les semaines. Hein. Oui, vous allez continuer. Surtout ne changez rien, parce que maintenant que la maman est partie. Je n'ai pas l'attention, parce que si ça sera plus que nécessaire, quoi. Oui. Voilà. Comme dit Yvan, vous avez le droit d'être triste. Paix à son âme. Vous savez, je suis dévastée. Mais bon, c'est pas moi qui compte. Elle est partie et voilà. Oui, mais le chagrin, c'est pour ceux qui restent très souvent, bien sûr. Oui. Voilà. Ouais, je crois que c'est, je cherche l'auteur, mais je ne sais plus si c'est Cocteau ou peut-être Camus qui disait que le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Et je trouve que cette phrase est très belle, en fait. Et on les a effectivement dans notre cœur. Et quelquefois, c'est un peu lourd. Et là, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, ça va être lourd pour vous, bien sûr, dans ce souvenir-là. Oui, ça va être encore un passage différent selon l'époque, oui. Ou Victor Hugo aussi, je crois, qui a écrit que partout où elle est, je serai. Oui, quand sa fille, en fait, est décédée, Adèle. Absolument. Oui. C'était le plus grand chagrin de sa vie. Bien sûr, Annie. Merci Annie de nous avoir appelés. Je vous embrasse. Moi, je vous serre dans mes bras là ce soir. Merci, j'en ai besoin. Bon courage à vous. Merci aussi Quentin pour sa bienveillance et son efficacité. Oui, c'est gentil. Merci aussi à lui. Puis merci aux auditeurs. Il vous entend. Merci. Bon courage Annie. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Rose. Oui, bonsoir Sophie, ça me fait très plaisir de vous avoir au téléphone. Ça fait très longtemps que je vous écoute. Oui. Et que je prends conseil pour des amis ou pour moi. Oui. C'est toujours très enrichissant de vous entendre. Merci. Et non, je ne peux pas dire merci parce que vous êtes présente et c'est important pour beaucoup de personnes. Bon, mon cas n'est pas un cas de maladie, heureusement. Je suis un petit peu désespérée, complètement, même désespérée ce soir, parce que je donne beaucoup pour toutes les personnes, mes amis qui deviennent veufs, qui ont du mal à s'en sortir. J'essaie d'être toujours présente, de faire du bénévolat comme ma maman m'a appris. Et là, par moment, finalement, c'est moi qui s'écroule, qui ne sais plus où j'en suis, quoi. Oui, si vous donnez tout le temps et que vous ne recevez pas, il n'y a plus de ressources. On ne donne pas pour recevoir, on donne parce que ça fait plaisir. Oui, mais ça ne vous ressource pas, manifestement. Non, alors moi, le sport me ressource. Oui, j'ai beaucoup de sport, donc quand j'ai à donner, quand je sais que ça va très mal pour les autres, je me mets sur le vélo, je pédale pendant que je les écoute et j'essaie de faire un petit peu... Oui, mais la vie, c'est une histoire d'équilibre. Aider les autres, c'est magnifique. Et puis aussi... savoir souvent, ceux qui aident les autres ne savent pas se laisser aider quand ils ont un problème. Or, on a tous des moments dans la vie où on va plus ou moins bien, et même tous ceux qui aident et qui sont dans les métiers d'aide et les professions d'aide ont aussi parfois besoin d'être aidés eux-mêmes. Et si on ne se laisse pas aider, on ne peut pas aider les autres. Ça devient compliqué parce qu'on leur en veut beaucoup. On se sent très seul, comme vous dites, en désarroi total. Et quand nous, on est en bas, on n'a personne. Et puis on
On veut pas appeler parce qu'on se dit non, on veut pas raconter sa vie, on veut pas raconter son intérieur qui va mal. On dit pourquoi déjà cette personne va très mal, donc on peut pas lui donner ça en plus, quoi. Oui, mais à ce moment-là, c'est que vous ne lui laissez pas la possibilité de vous aider. Parce que, vous voyez, Rose, c'est vrai que quand on aide les autres, ça nous donne beaucoup de force. On se sent puissant, hein. Ça donne un sentiment de puissance, de se dire, j'arrive à aider mon prochain, à être là pour l'autre. Et en fait, enfermé dans cette posture-là, on ne sait parfois plus être aidé, comme si on était dégradé ou on n'osait plus demander à ceux qui souffrent. On peut aussi partager nos vulnérabilités là où on est fragile, de dire oui, vous avez des amis ou des proches que d'habitude vous êtes plutôt celle qui aide, à qui vous pouvez dire tu sais, aujourd'hui c'est moi qui vais pas bien. Et je ne veux pas montrer que je suis faible et que je vais pas bien. Parce que c'est dégradant. Je veux pas le montrer. Et pourquoi Parce Rose? que je veux être forte pour les autres s'ils ont besoin. Mais on peut, bien sûr. Mais Rose, on peut pas aider les autres si soi-même on n'a pas conscience de sa fragilité. Comment voulez-vous aider les autres si on était un roc ou si on n'avait pas conscience que soi-même? C'est bien parce que vous avez une conscience très aiguë de vos fragilités, mais vous les gardez bien secrètement pour vous, que vous arrivez à aider les autres, parce que ça crée un écho. L'empathie, c'est quoi être en empathie? C'est comprendre le monde de l'autre à partir du sien. Et parce que vous savez vos blessures et que vous les connaissez, vous êtes très attentive à celles des autres. Mais à un moment donné... Dans ma vie, j'ai souffert beaucoup. J'ai eu ça m'étonne pas. De communauté après le divorce, donc j'ai perdu mes 2 enfants. Je les ai pas vus pendant 15 ans. Oui. Là, je revois mon deuxième fils depuis 2 ans. Il a 30 ans. Mon aîné, je l'ai vu à un deuil d'un ami proche, d'une amie proche, et il ne m'a pas dit bonjour. Bon, j'ai réfléchi pendant quelques minutes en interrogeant ma mère qui est au ciel, en lui disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis bonjour? Est-ce que je lui ai pas dit bonjour? Et le temps que je réfléchisse, j'ouvre les yeux, il n'était plus à côté, donc c'est tout. Bon, mais mon deuxième fils, je vois mes petits-enfants, ils sont adorables, ils savent la souffrance que j'ai endurée, ils savent tout ce que j'ai vécu pendant ces 18 ans. Je pourrais écrire plusieurs romans, parce que ma vie est vraiment un roman. Et là, je suis complètement perdue, parce que moi, je suis trop bonne, comme mon ami m'a dit tout à l'heure. Vous savez pas dire non. Voilà, elle me dit, tu es trop bonne, tu donnes, même avec moi, parce que c'est une amie féminine, hein, je fais beaucoup d'amies féminines, j'ai une amie de bridge, j'ai une amie de golf, et j'ai des amis aussi masculins, mais bon, parce que j'en ai 2 ou 3, c'est tout, sur qui je peux compter. Ma famille, je peux même pas compter. Mon frère, ma soeur, je peux pas compter sur eux. Mais comme dit Brigitte, ça ferait plaisir aux autres de sentir que vous avez besoin d'eux, vous aussi, et que vous leur faites confiance pour vous aider. La grande Rose qui aide tout le monde et qui a aussi besoin d'être aidée, ça leur ferait du bien parce que ils se sentiraient très compris dans vos détresses. Oui, mais on dit toujours les amis sont conseilleurs, mais ils ne sont pas les payeurs. Ah, et là, mais c'est pas une situation. Les conseillers sont pas les payeurs. On dit pas ça forcément pour ça, justement. On dit que ceux qui donnent des conseils sont pas dans l'action au moment où il faut payer sur le plan symbolique, c'est-à-dire au moment où on est dans l'action. C'est pas tout à fait la même chose. Là, comme dit Monica, on donne pas pour recevoir, certes, mais il faut accepter de recevoir, voire même de demander sans vouloir rendre. Et là, dans votre posture, Rose, c'est vous qui détenez les clés, toutes les clés de l'aide des autres, mais vous ne confiez rien. Et donc il y a comme un sens unique. Alors après, bien sûr, vous pouvez vous plaindre en disant je suis trop bonne, moi personne me n'aide, je suis toute seule. Mais vous le dites d'ailleurs très honnêtement, en disant mais j'ose pas me confier, j'ose pas dire, comme s'il en allait de l'image de vous, comme si vous ne pouviez pas être celle qui aide et celle qui est aidée à la fois. C'est pas où on aide, où on est aidé, hein, où on est une victime, où on est malheureux, où on est quelqu'un qui a réussi à faire avec ses blessures dans la vie. Alors on est en posture d'aider des autres. La vie, c'est pas un clivage comme ça. On est à la fois celui qui aide et celui qui a besoin d'être aidé. Parce que c'est dans cet échange, c'est dans cette altérité que est toute notre humanité. Si celui qui aide n'était jamais capable d'être aidé, alors c'est quoi? C'est quelqu'un de tout puissant qui contrôle la vie des autres et le bonheur, qui a toutes les clés pour les autres? Non, c'est pas possible.
possible. Oui, c'est pas possible. Là, je suis en désarroi parce que j'ai un ami que je connais depuis très longtemps et là, entre deux, on s'était séparés. Là, on s'est remis ensemble tout en vivant chacun de son côté. On a les mêmes activités, donc on va au cours de danse, on va danser ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Je sais qu'il est là si j'ai besoin de quelque chose. Lui, je sais qu'il veut beaucoup plus. Mais là, ce soir, hier, il s'est emballé pour rien, parce que je le connais, c'est un taureau, c'est un espagnol, donc il s'en bat. Il faut le prendre avec des pincettes. Et hier, il regardait dans son téléphone alors qu'on regardait Patrick Sébastien à la télé. Et donc, j'avais envie de rester calme. On revenait de la danse. Ça s'était bien passé. On était calme, on était fatigués. C'était très bien. Et puis, je lui ai dit gentiment de arrêter avec son téléphone parce que ça m'énervait, quoi. Je lui ai dit, écoute, regarde, il y a des chansons, c'est sympa. Il venait pour passer 3 jours chez moi alors qu'on habite la même ville. Hein. Donc, c'était sympa. On devait rester jusqu'au mardi de Pâques. Et d'un seul coup, il s'est énervé. Il a dit, je lui ai dit, attends, t'as le temps de le faire chez toi. Là, on est tous les deux, c'est mieux. Et il s'est énervé. Il a commencé à claquer les portes. Et moi, je suis en appartement. J'ai horreur qu'on crie, j'ai horreur qu'on s'énerve. On peut s'expliquer tranquillement, sans monter de voix, sans... Et je lui ai dit 2 fois, mais allez, rideau, calme-toi, on arrête. Ne crie pas. Et il dit, ouais, je prépare mes affaires et je m'en vais. Alors, quand j'ai vu ça, moi, je me suis mise dans la chambre. J'ai rallumé la télé dans la chambre pour regarder Sébastien. Puis j'ai dit, va se calmer. Il est tout seul et j'entendais crier de l'autre côté, préparer ses affaires. Et tu ne m'en verras plus, par-ci, par-là. Et quand j'ai entendu... Alors, il est venu dans la chambre. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, j'attends que tu te calmes. Si je regarde la télé par ici, regarde de l'autre côté, fais ce que tu as à faire, puis calme-toi. Et il a continué de préparer ses affaires, il est parti. Et vous avez je l'ai regardé derrière le rideau partir, mais je dis, mais c'est pas possible, pourquoi il fait ça? Moi, je suis bonne, je donne tout, je demande rien, je demande pas qu'on fasse de mal comme ça. Ouais, Rose, vous avez compris pourquoi il était en colère? Il m'a dit, alors je lui ai envoyé, non, j'ai pas compris, il dit qu'il comprend pas mon comportement, je comprends rien. Oui, parce que Rose, vous savez, quand on dit à quelqu'un de très énervé, calme-toi, il s'énerve 2 fois plus. Hein. Dites à un enfant, ne pleure pas, un enfant qui pleure, il peut pas comprendre. Hein. Même à soi-même, même à soi-même, calme-toi, voilà. Ne pleure pas, ne pleure pas, oui, voilà. Donc ça, voilà, ça peut mettre le lait sur le feu Alors ce matin, je lui ai dit, je m'excuse. Il est resté du Prosecco. Alors je lui ai dit bonjour. J'avais pas une nouvelle hier soir. Je l'ai laissé partir calmement parce que ça sert à rien. Ça va durer des heures. Après par SMS, c'est déjà arrivé il y a 1 mois ou 2 mois. Ça dure jusqu'à minuit, 1 heure et j'ai toujours temps. Donc c'est pas la peine. Quand mais vous écoutez pas. Envoyé. Non mais parce qu'il n'y a pas d'écoute. Mais en fait, parce que chacun reste... vous êtes très tendu parce qu'il s'énerve, donc très inquiète, on le comprend. Et du coup, vous paniquez un peu en vous demandant qu'est-ce qui lui prend, qu'est-ce que vous avez pu faire, qu'est-ce qui se passe encore. Et puis... Je l'ai dit gentiment, calmement, parce que je te connais. Rose, c'est pas une histoire de le dire gentiment ou d'être trop bonne. Il y a un malentendu. Un malentendu, c'est comprendre. Alors vous, justement, qui êtes à l'écoute des autres et aider les autres, c'est d'essayer de comprendre dans quoi il est, de le rejoindre dans son monde, dans sa colère. Qu'est-ce qu'il met si en colère? Parce que là, vous la prenez pour vous et contre vous. Vous voyez, c'est un peu le piège, Rose, de quand vous dites je suis très bonne et je fais attention aux autres. C'est en fait vous donnez beaucoup et vous êtes très attentive, mais du coup aussi un peu centrée. C'est le revers de la médaille, c'est que quand lui s'énerve, vous vous dites je comprends pas, j'ai tout fait bien et pourquoi il s'énerve, et ça vous remet en cause. Alors que rejoignez-le. Oui, j'entends bien. Moi, je me suis expliquée ce matin. Je lui ai envoyé, comme j'avais pas de nouvelles quand j'ai allumé mon téléphone ce matin, j'étais pas bien, donc j'ai envoyé un message en disant je m'excuse, je me suis peut-être énervée, mais j'ai dit, je te l'ai dit gentiment, et puis en plus je suis allée de l'autre côté pour que tu te calmes et que je me calme et je t'ai dit par 2 fois, calmons-nous, arrêtons-là. Stop, tirons le rideau. Mais il y a une colère, donc c'est compliqué dans ce cas-là. On est dans l'émotion, donc on peut pas se calmer. Ce matin, on doit aller à la messe. Je dis, moi, je t'attends à 11h à la messe. Si tu n'as pas pris ton petit déjeuner, tu viens prendre le petit déjeuner. Et comment ça s'est passé ce matin, alors? Il
m'a répondu, je suis trop énervée pour aller à la messe, ça ne m'intéresse pas d'aller à la messe. Alors après, avant de partir à la messe, je lui dis, mais c'était la messe pascale quand même, hein. Pour moi, c'est important, la messe de Pâques. Je suis catholique pratiquante. Oui, ça vous a fait de la peine qu'il ne vienne pas avec vous. Oui. Beaucoup. Alors donc je lui ai dit, si tu veux pas venir à la messe, à ce moment-là, dis-moi si tu viens déjeuner ce midi avec moi. Bon. Alors il m'a répondu, non, j'ai besoin de paix. Et comment il m'a répondu ça? J'ai besoin de paix et d'être seul. Enfin, oui. Non, d'être seul, non. De paix. Il m'a dit non, j'ai besoin de paix et je crois que s'installe le désamour entre nous. C'est pas évident alors, moi, pour vous. Alors en plus, on a failli avoir un accident en partant danser et j'avais mis du buis, moi j'y crois. Bon, alors j'ai mis du buis et je lui ai dit dans la voiture, tu vois, heureusement que j'ai prié Dieu. C'était hier en début d'après-midi. Heureusement que j'ai prié Dieu de me protéger sur la route et de protéger toutes les voitures, enfin tous les passagers qui étaient avec moi. Parce que je dis, t'as vu la voiture qui arrivait à 160 à l'heure? Je ne l'ai pas vue arriver. Dans le rétro, elle n'y était pas. Et sur le côté non plus, j'ai déboîté. Elle m'a renvoyé je ne sais pas où. J'ai eu très peur en allant avancer. Bon, bref, passons. Mais là... alors je lui réponds, alors donc il me répond en dernier ressort, j'ai besoin de paix et de retrouver le calme dans ma vie, dans notre ville et je crois que le désamour s'installe entre nous. Et à la messe, je rencontre mon amie de Brise qui n'est pas souvent là puisqu'elle part en Angleterre souvent, donc elle m'a vue, elle me dit mais t'es toute seule à la messe? J'ai dit oui, alors elle a vu mes larmes aux yeux, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Eh je dis, c'est José. Elle me dit, viens, tu vas manger à la maison. Je dis, non, je veux rester seule. Si, elle dit, tu viens manger, tu vas m'expliquer. Bien sûr, oui, voilà. Oui, et donc, alors je lui ai expliqué. Bon, c'est bien. Elle me dit, et qu'est-ce que tu... Alors, après, elle me dit, je vais au spectacle cet après-midi, essayer de trouver des places et de venir. J'avais pas envie, donc j'ai attendu jusqu'à 4h. Et puis à 4h, j'ai dit, allez, bouscule-toi. Va voir si tu peux aller voir la danse qu'il y a à côté de moi. Avec votre amie. Et donc, je suis allée au Palais de l'Europe et je suis allée voir la danse. Spectacle. Et ça m'a changé les idées. Après, on a rediscuté. Je l'ai invitée. Bon, elle n'a pas voulu. Elle a dû dire, si jamais José l'appelle à nouveau, il faut mieux qu'elle soit seule. Oui. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais demain? Je dis, je sais pas, j'en sais rien. Ce que je fais demain, je sais pas. Rose, en fait, ce que j'entends, c'est que dans l'histoire que vous racontez là avec José, c'est que vous ne lui avez pas formulé, il vous dit son besoin, lui, mais vous ne le donnez pas votre besoin. Vous dites, ah bon, alors tu viens pas à la messe avec moi, etc. Et vous auriez pu lui dire, mais ça me ferait très plaisir que tu viennes, j'aimerais, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien? Oui, c'est ça, formuler une demande, Rose. C'est dire, mais moi j'ai besoin, ça me ferait très plaisir. Alors après, il a la liberté toujours, bien sûr, de dire non. Mais vous, Rose, c'était... Et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je vienne? Non. Est-ce que tu veux que je vienne? Non, mais c'est parce que tu veux que je vienne. Je vous parle de vous, Rose. De vous, ce que vous voulez. De vous, ce dont vous avez besoin, parce qu'il veut lui. Vous êtes centré sur le... Il le sait comment je vais devenir, comment je vais être mal toute la journée. Mais oui, écoutez-moi. Vous êtes dégringoler. Oui, vous êtes centré sur le besoin de l'autre. Et c'est le besoin de l'autre qui vous nourrit. Et donc, quand ce n'est pas au rendez-vous et que vous ne correspondez pas à ce besoin, vous êtes dévasté, comme ce soir. Mais oui, et de Rose, ce qui est important, c'est de faire valoir aussi, et c'est ça l'équilibre entre les êtres, c'est lui fait valoir son besoin, vous faites valoir aussi le vôtre. Ça ne veut pas dire qu'il doit y répondre. Vous êtes dans un système et un mode de relation à l'autre qui, quand il exprime un besoin, vous devez tout de suite y répondre. Mais non, quelquefois, vous ne pouvez pas, on n'est pas libre, on a autre chose, on n'en a pas envie, enfin, il y a toutes sortes de choses, et ça s'appelle... Il y en a un qui exprime une demande et l'autre y répond. S'il peut, c'est oui. Il peut pas, c'est non. Et vous n'exprimez pas de demande, en retour. Et comme vous n'exprimez pas de demande, mais vous êtes excessivement déçu. Parce que vous dites, après tout ce que je fais pour les autres, ils ne font rien pour moi. Oui, ils font rien parce que vous n'exprimez pas de demande. Et que comme quelque chose n'est pas demandé, lui se sert, c'est open bar, Rose, elle propose tout. Elle est complètement centrée sur son besoin. Et après,
vous vous rendez coupable de vous dire c'est moi qui ai dû faire une bêtise, parce que tout est centré sur le fait que je peux faire le bonheur de l'autre, je suis à sa disposition, et s'il n'est pas bien, c'est encore à cause de moi, c'est parce que j'ai dû faire une bêtise, c'est parce que j'ai dû faire mal. Rose, il faut remettre un peu d'énergie de relation vers vous pour recréer de l'équilibre. Et vous pouvez là lui dire, votre José, que vous avez passé un dimanche de Pâques épouvantable, que vous avez eu énormément de peine, et que vous ne comprenez pas, mais parlez de vous, ne lui parlez pas de lui, pas de ce qu'il a fait. Sinon vous le culpabilisez, il va s'énerver. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a à me faire des reproches? Moi, je vous parle pas de lui dire... Il sait bien que je vais pas lui en faire, mais il sait très bien que moi, je suis complètement dévastée. Il sait très bien, vous l'avez... J'ai plus envie de sortir, que je vais être 8 jours sans sortir. Rose, vous le dites comment? Il sait très bien. Ça veut dire quoi, il sait très bien? Il le sait, parce qu'il sait qu'à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, mais il sait... Vous pensez qu'il sait sans jamais dire, sans jamais parler de vous? Déjà dit, je lui dis après, quand tout va bien, je lui dis après. Quand tout va bien, mais pas au moment où ça se passe. Comme disent les auditeurs. Quand je lui dis, si tu veux, je viens. Puisque tu veux pas venir, moi, si tu veux, je peux passer. Mais c'est pas si tu veux. C'est ça me ferait plaisir à moi. C'est pas si il veut. C'est pas ce qu'il veut lui. C'est ce que vous voulez vous. C'est votre besoin à vous. Comme dit Brigitte, est-ce que vous avez compris, d'une part, le sens de sa colère d'hier? J'ai l'impression que non. Et puis, c'est ça qui pourrait calmer la situation. Comme dit Brigitte, que vous cherchiez vraiment à le comprendre, sinon rien ne pourra changer. Commencez par l'écouter, et après, vous verrez, vous discuterez. Et puis, un autre auditeur dit, Rose, pensez à vous, ça n'empêchera pas d'aider les autres. Exprimez-vous. Il y a Richard qui dit, à vouloir apporter le bonheur sans connaître son propre bonheur, on finit par créer le malheur aux autres et à soi-même. Ça, c'est à méditer, Rose. Je vous le relis. À vouloir apporter le bonheur sans connaître son propre bonheur, on finit par créer le malheur aux autres et à soi-même. Ça, je pense qu'il faut que vous ayez ça, vraiment, que vous essayiez de comprendre ça. C'est important pour vous, Rose. Comme dit Pio, cessez d'être une aubépine et devenez une baccarat de pourpre et de velours. Laissez tomber votre forteresse, ouvrez-vous à vos amis. Mais surtout, parlez de ce qui est important pour vous et pas tout le temps de ce qui est important pour l'autre. Votre existence ne tient pas au fait de tout donner à l'autre. Sinon, vous êtes où, vous, dans l'existence? Parce que vous faites dépendre toute votre existence des autres et vous n'êtes plus en relation, en lien. Et bien sûr, on comprend que vous soyez dévasté. Oui. J'ai l'impression que je ne compte pour personne, je ne compte pas. Je ne compte pas, Mais c'est pour vous, vous ne comptez pas, Rose. C'est pour vous. Il ne souffre pas, lui ne souffre pas. Aujourd'hui, il ne souffre pas. Rose, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Je suis nerveux. Mais moi, je suis 100 fois plus mal, à un tel point qu'il y a des moments, et c'est vrai que j'ai déjà failli le faire au moment de ma liquidation quand elle s'est terminée. La maison était tellement belle dans le grenier, il le sait ça. Et j'avais envie de me pendre, et ça m'a duré 15 jours, et je me suis dit, maintenant que tout est fini, que tout est beau, que la maison est belle, qu'elle va être rendue, et je vais vivre dans le grenier, je vais me pendre dans le grenier. Et pendant 15 jours, j'ai eu que cette idée-là, mais jour et nuit. Et personne n'était là. Mon frère l'a pas su, personne ne l'a su. Mais personne ne l'a su parce que vous ne le dites pas, Rose. Rose, on appelle à l'aide. Chez mon médecin, et il me dit, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci, comment ça va? J'ai dit, écoutez, tout va bien. Ah bon, qui me dit, c'est étonnant, parce que moi, j'allais le voir tous les mois, et tous les mois, il se passait des drames, mais je l'ai surmonté. Il me dit, mais vous avez une santé, c'est pas possible. Il dit, j'ai jamais vu une patiente comme vous. Il me dit, vous descendez au fond du gouffre, et en l'espace de 2 jours, vous êtes remonté à la surface, quoi qu'il puisse vous arriver. Et c'est vrai. Il me dit, j'ai des patientes, elles pourraient pas, elles sont pas solides, comme vous, c'est impossible. Il dit, je sais pas où vous allez chercher, bon, bref, passons. Et là, je lui dis, tout va bien, je crois que je vais finir dans le grenier. Il me dit, comment vous allez finir dans le grenier? Je dis, je crois que je vais me pendre dans le grenier parce que à chaque fois que je monte dans le grenier, il est beau, il est magnifique, et il est beau, et je m'y sens bien. Et il me dit, mais ça va pas. Il dit, vous rendez compte de ce que vous me dites? Alors, il a renvoyé ses patients parce qu'il me connaît depuis 25 ans, donc il s'est dit, là, ça va plus.
Alors il me dit, vous allez me donner votre numéro de votre frère ou de votre belle-sœur? J'ai dit, mais non, pourquoi faire? Je dis, moi je veux pas les embêter. Je dis, pas question que j'embête mon frère et ma belle. Parce qu'il me dit, vous ne sortirez pas de mon cabinet. Alors il dit, je veux parler avec vous, on va parler toutes les deux. Il a raison, oui. Et il dit, vous ne sortirez pas de mon cabinet. Donc j'ai dit, non, je vous donne pas. Alors il m'a fait parler. Puis à un moment donné, il me dit, vous avez acheté la corde? Oui. Alors je l'ai regardé, je dis, non. Puis alors là, j'ai réalisé que je suis retombée. Je suis retombée dans la vie. Oui. Parce que mon père était entrepreneur de maçonnerie, je voyais la corde en ciment, la grosse corde, et je dis, non, je ne l'ai pas achetée. Et ça m'a fait retomber. Oui. Et ça, quelquefois, ça me revient, comme là, dans des circonstances comme aujourd'hui, que je ne comprends pas la raison de me faire souffrir comme ça. Non, mais je vais prendre plein de cachets et je m'en vais. Rose, il le fait pas contre vous. Il cherche pas à vous faire souffrir. Il le fait pour lui parce qu'il y a quelque chose qui l'a contrarié et qui l'a mis en colère. Il se trouve, Rose, que dans votre système et votre façon d'être en relation aux autres, vous pensez que tout dépend de vous et que vous faites facilement des comportements des autres une affaire personnelle. Comme dit Louisa, essayez la prochaine fois de le laisser tripoter son téléphone sans vous sentir abandonné. Donc quand il fait quelque chose, c'est que vous interprétez ça comme un abandon et vous sentez très facilement abandonné. D'ailleurs, vous dites personne ne fait attention à moi. Moi, j'ai envie de vous dire, Rose, que c'est vous qui ne faites pas attention à vous. Que vous n'êtes pas importante pour vous-même du tout. Et que vous... oui. Et ça commence par soi. Alors pas d'un point de vue narcissique, pas d'être évidemment le centre du monde. Et ça, on en connaît trop aussi, des comme ça. Non, mais quand je vais au cours de danse, il y a 50 personnes. Oui. Il y a le prof, il y a sa femme et tout. Ils viennent tous me dire bonjour, comment tu vas? Oui. Parce qu'ils savent que je suis bonne. Bien sûr. Personne ne peut me reprocher de faire quelque chose de travers. Mais c'est parce qu'on vous reproche, Rose, n'essayez pas d'être dans la perfection. Vous venez de dire personne ne peut me reprocher de faire quelque chose de travers. Ah bon? Mais on en fait tous des choses de travers. Et heureusement, sinon on serait quoi? Les parangons de la perfection? C'est impossible. Rose, acceptez que quelquefois, vous ne comprenez pas votre compagnon, qu'il s'énerve, vous n'êtes pas toute puissante, quelquefois il s'énerve, tant pis pour lui, s'il s'énerve en pleine nuit et qu'il repart chez lui, il fait la gueule chez lui, ça va lui passer, puis quand il aura envie de danser, peut-être qu'il rappellera Rose. Comme souvent, c'est moi qui ai tellement mal qui appelle. Eh oui, mais voilà, oui, mais... moi je suis faible, alors là j'ai dit aujourd'hui, t'appelles pas, tu donnes pas de nouvelles. Oui. Et j'ai dit, tu devrais même aller danser. Et alors là, je dis, si je vais danser toute seule puis qu'il l'apprend, alors là, c'est fini. Ouais. Et qu'est-ce qui est fini? Parce que vous allez danser sans lui? Sûrement, si je vais essayer qu'il l'apprend, que je vais danser et que je rencontre quelqu'un et qu'il va raconter, c'est certainement que ça sera fini après. Vous en savez rien? Sûrement. Il y a un auditeur qui demande, est-ce que vous avez pensé avoir un thérapeute, Rose? Non. Pourquoi? J'en voyais un quand j'étais en Picardie, quand j'allais très mal, là, à cette époque-là. Mais depuis que je suis arrivée là, à Menton, non, je n'en vois pas. Parce que ma vie est tellement longue à raconter. Mais c'est pas une histoire. Je vous arrête, Rose, quand on va voir un thérapeute, c'est pas pour aller lui raconter sa vie de A à Z. C'est pour aller raconter ce que vous êtes en train de nous raconter là, et de la souffrance dans laquelle vous êtes. Vous ne pouvez pas rester comme ça, comme dit un auditeur. Ne dites pas tout ça. Mon frère s'est pendu il y a 12 ans, je m'en suis jamais remise. Allez, oust, on se ressaisit. Rose, c'est pas vous ça. Courage et votre Jojo va revenir. Rose, faites quelque chose pour vous là, ça me semble important. Vous attendez tout des autres, vous donnez énormément en attendant tout des autres, et notamment là de votre ami. C'est important que vous fassiez quelque chose pour vous, parce que quand on en est à avoir les idées noires que vous savez, le suicide, c'est d'abord une histoire de pensée, puis de projet, et puis de solution finale, parce qu'on pense que c'est la meilleure pour aller bien. Donc, on ne commence pas à nourrir ce genre de pensées noires, qui sont des pensées excessivement toxiques et dangereuses. Je ne savais plus ces pensées, mais là, oui. C'est vrai que je les retrouve, parce que je me dis, il faut... D'accord. J'ai donné 20 000 € à mon fils pour qu'il s'achète une maison là le mois dernier. J'ai dit, si je m'en vais, tout le monde va être heureux. Il a tout l'argent, il a toute la succession. Je me suis bagarrée pendant 18 ans pour avoir un peu quelque chose.
qui vient de mes parents que j'ai pu garder. Et je dis, bon, il aura tout, Alexandre, tout va bien. Je n'embête plus personne. Et je suis libérée. Vous êtes libérée de rien du tout parce que, en fait, vous emportez avec vous tout votre chagrin et toute votre tristesse. Non, parce que je pense que quand on est là-haut, on n'est plus triste, on retrouve les parents, on retrouve... on n'en sait rien. Personne n'en sait rien, vrai, Rose. Mais moi, j'y crois. Oui, mais ce serait bien que vous fassiez aider par un psychologue parce que vous êtes vraiment en danger. N'essayez pas d'être parfaite, comme dit un auditeur, allez parler et essayez d'être un peu... Je ne suis pas parfaite, je ne peux pas dire que je suis parfaite. Ouais. Il y a un auditeur qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même et puis laisser jouer avec son téléphone, ça l'occupait et voilà, on n'appartient pas à l'autre. Donc vous avez quand même, voyez Rose, un chemin intéressant à faire pour vous là où vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup de choses à comprendre de la relation et de la relation aux autres, ne serait-ce que pour être un peu plus apaisée, un peu plus calme et un peu plus heureuse dans la vie. Ça vaut le coup. Bien sûr, vous pouvez choisir autre chose, un autre chemin, puisque c'est celui dont vous nous parlez. C'est votre liberté et on n'a rien à dire d'une certaine manière contre ça. Mais ce que moi je peux vous dire ce soir, c'est que là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, dans votre relation aux autres, dans la façon dont vous comprenez la conscience de vous, la conscience de l'autre, vous avez plein de choses à découvrir, Rose, et plein de très belles choses à découvrir. Et c'est dommage de s'arrêter là en si bon chemin, parce que c'est très bien d'avoir envie de faire le bien, d'être bonne, d'être dans l'aide aux autres, de tout faire. Mais là, vous êtes en équilibre, en déséquilibre. Vous n'êtes plus dans l'équilibre. Et ce déséquilibre-là, vous voyez où il vous entraîne aujourd'hui. Donc voilà, réfléchissez vraiment à ce que je vous dis là, ce soir, Rose. Pensez-y vraiment, parce que, comme dit Mick, arrêtez ces idées noires, la vie est belle. Elle est belle. Ouais, et il y a Yvan qui dit la religion interdit le suicide. Monica aussi dit le suicide est un péché mortel. Donc vous connaîtrez pas le paradis, disent les auditeurs, qui essayent de mettre un peu de légèreté dans vos propos, et puis aussi du sens. Rose, c'est important parce que vous allez... c'est formidable de se dire, d'accord, j'ai envie d'aider les autres, mais vous accueillir vous et accueillir l'autre, ça va être magnifique. Mais quand la personne ne vous comprend pas, qu'elle sait que vous faites le bien, que vous donnez... Mais elle vous comprend pas parce que vous ne communiquez pas sur vos besoins, Rose, et c'est ça que vous allez aller apprendre chez un psy. Vous allez pas raconter votre vie de A à Z, c'est pas ça qui sera intéressant avec le psy. C'est de lui dire, voilà, j'ai un souci parce que j'ai l'impression d'être trop bonne, de passer mon temps à écouter, à aider les autres, et je ne compte pour personne. Et dites ça à un psy, comme vous me le dites à moi ce soir, mais nous on a quelques minutes à la radio. Vous allez voir, vous allez petit à petit défaire cette mauvaise plotte-là, et puis tirer des jolis petits fils, et puis tricoter un peu autre chose dans la vie. Oui. Donc pensez vraiment là à ce que je vous dis, et ne restez pas seul, parce que vous avez besoin d'être aidé, et ce qui compte maintenant, ça va être de vous aider vous, en allant voir quelqu'un qui va vous tenir la main, vous guider sur un chemin un peu différent et un peu nouveau pour vous, mais vous allez trouver la paix, ça c'est certain. Mais la paix dans la vie, et pas la paix ailleurs. Okay. Ouais. Vous allez le faire, Rose ? Je vais essayer, oui. Non, vous n'allez pas essayer, parce que vous savez, quand on essaye, on le fait pas. Vous savez ce que c'est le verbe essayer, je vais essayer de le faire. Non, mais moi, quand je dis oui, je le fais. Mais c'est vrai, quand je dis non, ou quand je dis je ne sais pas, c'est que je fais mais j'aime pas ce mot, je vais essayer, ça veut dire, je vais essayer, mais c'est sûr que je vais pas le faire, ou que je vais rater. Quand on dit à un ami, tu sais, je vais essayer de passer de voir. On peut être sûr que la personne va pas passer. Non, mais moi, quand je dis je fais, ça c'est sûr. Mais bon, j'aime pas trop raconter Je vous le dis, Rose, c'est pas raconter votre vie. Vous allez trouver des solutions. Vous allez aller voir un thérapeute, chercher près de chez vous quelqu'un qui travaille en thérapie systémique. Chercher sur Internet quelqu'un qui est formé à cette approche-là, c'est-à-dire un peu dans la résolution de problèmes, ou un gestaltiste, un thérapeute gestalt, ça s'écrit G-E-S-T-A-L-T, et vous allez travailler dans l'ici et maintenant, sur ce que vous vivez aujourd'hui. Maintenant, oui. Ça, c'est ça qui est très différent.
Voilà, il y en a plein de sortes de thérapies aujourd'hui et de façons de travailler sur soi. Et là, vous allez aller vous faire accompagner pour sortir un peu de ce tunnel un peu tout noir dans lequel vous êtes en train de rentrer et de vous enfoncer et de retrouver un peu d'estime de vous. D'accord, j'aime bien vous entendre me dire d'accord avec votre toute petite voix. Est-ce que je vous quitte avec un peu moins de désarroi là ? Oui, un peu moins de désarroi, mais bon, je ne trouve pas de solution. Ah, mais c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. La solution, elle est d'aller vous occuper de vous d'abord, et après, elles viendront. Je vous embrasse, Rose, merci. Courage. Hein, vous pourrez me redonner le nom du thérapeute ? Vous allez... le temps de noter. Oui, alors, Quentin va vous rappeler. Hein, on va vous rappeler, on est à la fin de l'émission. Au revoir, Rose, bon courage. Bon courage. Eh bien, je vous souhaite une très belle nuit, une douce nuit. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. On se retrouve vendredi prochain à 23h. Faites de beaux rêves, passez une belle semaine. Je vous laisse en compagnie de Sophie Larmoyer et de ses carnets du monde. Belle nuit à vous.